Bonjour, bienvenue à la présentation du cadre réglementaire pour la requalification du site de l'hôpital Royal Victoria. Mon nom est Charlotte Orny, conseillère en aménagement à l'arrondissement de Ville-Marie. La requalification du site du Royal Victoria fait l'objet d'une démarche de planification concertée depuis 2019. C'est une démarche qui est prévue par le plan d'urbanisme de la ville de Montréal et par le plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal et qui prévoit que lors d'un projet majeur de réaménagement d'un site institutionnel situé à l'intérieur du site patrimonial du Mont-Royal, comme c'est le cas ici, plusieurs parties prenantes doivent collaborer à sa planification. Un comité conjoint a donc été formé, associant la Société québécoise d'infrastructure, ou SQI, l'Université McGill, le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal, représentée par l'arrondissement de Ville-Marie, le service de l'urbanisme et de la mobilité et le bureau du Mont-Royal. Le comité a pu suivre l'élaboration des documents produits par chacune des parties aux différentes étapes de la planification. Tout d'abord, le diagnostic du site et la définition d'orientation, puis l'élaboration du plan directeur de la SQI, incluant le projet de McGill, le nouveau VIC, également la définition des outils de mise en œuvre au niveau municipal, et enfin, l'étape actuelle, soit la consultation publique tenue par l'OCPM. Pour mener ce processus, la ville a développé une approche générale, un positionnement pour aborder la requalification du site. La volonté est donc d'assurer une pérennité de l'ensemble bâti par la réhabilitation des bâtiments, par leur occupation et par la possibilité de nouvelles constructions adaptées aux besoins contemporains, et ce, dans le respect de l'intérêt patrimonial du site. C'est également de garantir l'ouverture au public des espaces extérieurs, la création d'espaces verts sur le site, la protection et la mise en valeur des milieux naturels existants, et enfin, garantir une vision d'ensemble de l'aménagement et de l'évolution du site. Cette approche est détaillée notamment dans les balises d'aménagement définies par la ville. Les outils de mise en œuvre mis en place par la ville sont le cadre réglementaire et l'entente de développement. Pour le cadre réglementaire, il est constitué d'abord du plan d'urbanisme de la ville qui doit être modifié pour intégrer les éléments nouveaux amenés par la requalification du Royal Victoria. Ces modifications seront transposées dans le règlement d'urbanisme de l'arrondissement. Mais c'est surtout un règlement spécifique au projet qui vient encadrer les interventions à venir. Il est élaboré en vertu du paragraphe 5 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, ce qu'on appelle en raccourci un article 89. Entrons maintenant dans le contenu du cadre réglementaire. En ce qui concerne les usages et l'occupation des bâtiments, il est proposé d'autoriser un plus large spectre d'usages que ce qui est permis aujourd'hui sur le site. En jaune, vous voyez les emplacements qui conserveront une occupation spécifiquement institutionnelle, donc le secteur destiné à l'Université McGill. En bleu, les emplacements où l'on propose d'ouvrir à une diversité d'activités, à l'exception des usages résidentiels et de l'usage hôtel qui demeureront interdits. En effet, l'occupation des bâtiments à des fins d'activité et d'emploi permettra une fréquentation du site élargie et évitera une privatisation qui aurait pu être perçue avec un usage résidentiel ou un usage très ciblé. On propose toutefois d'autoriser un type de logement collectif que l'on classe sous l'usage maison de chambre et qui comprend aussi bien les maisons de chambre que les résidences étudiantes. Cet usage semble en adéquation avec le milieu et pourrait contribuer à la vie communautaire sur le site. En ce qui concerne le cadre bâti, tout d'abord, un certain nombre de bâtiments devra être conservés et réhabilités. Ce sont ceux que l'on voit en vert sur la carte. Il s'agit de l'ensemble bâti qui donne sa cohérence au site, notamment les bâtiments construits avant la Seconde Guerre mondiale. Des travaux de réhabilitation devront débuter dans les 3 ans suivant l'adoption du règlement. Le mur d'enceinte de l'ancienne Villa Ravenscrag, à l'ouest du site, ainsi que les clôtures et pilastres le long de l'avenue des Pins, et identifiés sur la deuxième carte à droite, doivent être également conservés. La démolition des bâtiments identifiés en rouge sur la carte sera autorisée. Elle concerne des bâtiments ou parties de bâtiments ayant un moindre intérêt patrimonial et une moins bonne insertion dans le site. Pour le moment, seule la démolition des pavillons M et S et l'arrière du pavillon A fait l'objet d'un projet, soit celui de l'Université McGill. Le règlement prévoit aussi un certain nombre de conditions afin que tout projet incluant une démolition démontre sa contribution à la mise en valeur du patrimoine bâti, paysager et naturel du site. D'abord, un tel projet devra inclure la réhabilitation des bâtiments adjacents que vous voyez en vert. Ensuite, pour pouvoir démolir,
un projet de remplacement doit être soumis et respecter un certain nombre de normes et de critères. Une des premières normes, c'est l'implantation. Donc, les nouvelles constructions devront notamment être situées dans un périmètre d'implantation qui est illustré sur la carte de gauche en rouge et en rouge pâle pour l'implantation souterraine. Elles devront aussi respecter un taux d'implantation calculé par secteur, donc un taux d'implantation de 60% pour la portion plus urbaine, le long de la rue University, et un taux de 13% d'implantation pour le secteur qui comprend la majorité des espaces verts. Les nouvelles constructions devront aussi respecter une hauteur maximale déterminée par sous-secteur en fonction de l'environnement bâti. Il s'agit de hauteur en mètres et de hauteur altimétrique, c'est-à-dire la hauteur calculée par rapport au niveau de la mer. La hauteur et la volumétrie d'un nouveau bâtiment seront aussi modulées en fonction des critères d'intégration. D'abord, comme premier critère, tout projet de construction ou d'aménagement paysager devra contribuer à mettre en valeur ou à maintenir des vues d'intérêt identifiées à travers le site, que vous voyez sur la carte de gauche. Voici des exemples de vues qui seraient à dégager, comme à l'arrière du Ravenskrag à droite ou depuis le parvis du pavillon Ross à gauche, et d'autres vues qui sont à maintenir et à mettre en valeur au pied du Ravenskrag ou au pied du pavillon des femmes, par exemple. Ensuite, des critères d'évaluation généraux et des critères spécifiques à des sous-secteurs déterminés sont aussi énoncés dans le règlement du Royal Victoria. Vous avez ici quelques objectifs et critères généraux. Dans l'ensemble, les critères portent sur le respect des caractéristiques architecturales et paysagères, sur l'amélioration et la sécurisation des circulations piétonnes et cyclables, ou encore sur la protection des milieux naturels. Le plan directeur de la SQI prévoit que des espaces verts pourront être créés grâce à une réduction majeure du nombre de cases de stationnement. Dans la réglementation, le nombre maximal de cases est fixé à 220 pour l'ensemble du site. Le remplacement a été choisi afin que les stationnements aient le moins d'impact possible sur le paysage, les milieux naturels et sur les cheminements piétonniers. Des exigences liées aux matériaux de revêtement et à la plantation d'arbres dans les aires de stationnement visent à rencontrer les plus hauts standards en matière de stationnement écologique. Les boisés, identifiés sur la carte de gauche comme secteur A, sont des milieux naturels qui devront être conservés ou mis en valeur. Les parvis, identifiés comme secteur B, sont des espaces verts où toute construction sera interdite. Le plan des toits verts que vous voyez à droite, qui sont prévus dans le projet de l'Université McGill, est inclus dans le règlement et l'épaisseur de substrat des toitures végétalisées est également fixée. La réglementation proposée prévoit enfin la possibilité de reconstruire une piscine sur le site à titre d'équipement collectif. La piscine actuelle, fermée depuis 2013, ne peut pas être mise en état et il faudra en reconstruire une nouvelle. Le projet de piscine ne relève pas de la SQI et devra être porté par la Ville de Montréal avec la collaboration de la SQI puisque le terrain lui appartient. Finalement, différents aspects qui ne peuvent pas être pris en charge dans un règlement d'urbanisme pourront figurer dans l'entente de développement. Parmi eux, les questions d'aménagement des abords du site pour assurer la sécurité des piétons et des cyclistes, notamment l'avenue des Pins, l'accès public aux espaces extérieurs, l'intégration de la piscine publique ou encore la gouvernance pour le suivi du plan d'action. Cette entente doit être encore négociée. Concernant les prochaines étapes, à la suite de la consultation publique et du dépôt du rapport de l'OCPM, des modifications pourront être apportées au plan directeur et aux outils de mise en œuvre en fonction des mémoires et des recommandations. Le processus d'adoption des règlements se poursuivra au conseil municipal et l'entente de développement sera signée en parallèle. Une fois le cadre réglementaire en vigueur, les demandes de permis pourront être reçues. Elles devront être conformes aux normes et respecter les critères de la nouvelle réglementation. Voilà qui clôt cette présentation. Merci de votre attention.